La facture, émission 624. Aujourd'hui, construction au Québec. Il y a un manque criant de contrôle de la qualité. Actuellement, au Québec, il n'y a aucune surveillance qui est obligatoire dans les constructions résidentielles. Les travaux de correction sont estimés à 100 000 $. Aussi, un mandat d'inaptitude n'est pas une simple formalité. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Le saviez-vous? Industrie de la construction et n'importe quoi sont trop souvent synonymes. Les cheveux vont vous dresser sur la tête à l'écoute de l'histoire que nous vous présentons ce soir. Vous ne verrez plus jamais de la même façon les dizaines de chantiers de construction de condos qui occupent nos rues. Bienvenue dans le monde du free-for-all. Pour ne pas avoir de problème de condo, Pierre Mailloux a choisi d'acheter un duplex. Mais il s'est heurté à un mur, construit au mauvais endroit. Les travaux de correction sont estimés à plus de 100 000 $. Juste à côté, Simon Doucet a acheté ce condo. Il rêvait d'un immeuble tout neuf et sans tracas. L'eau s'infiltrait par ici, par en dessous de la porte, et l'eau doit trouver son chemin, évidemment, et elle ressortait à l'étage en bas, près de l'escalier. Voici l'histoire de deux voisins qui tentent de faire payer l'homme derrière le mur. Actuellement, au Québec, il n'y a aucune surveillance qui est obligatoire dans les constructions résidentielles. Enfin, il n'y a personne qui surveille les chantiers. Je dis souvent qu'on ressemble à certaines républiques du tiers-monde en termes de contrôle de qualité. Commençons par Pierre Mailloux, qui voulait un duplex sans problème. Un mois après qu'on ait aménagé, l'immeuble voisin, qui est un 6 logements, a passé au feu. Son immeuble s'en est tiré sans dommage. Mais le bâtiment voisin est une perte totale. Le propriétaire doit démolir l'immeuble. Il s'engage par écrit auprès de Pierre Mailloux à reconstruire son mur. Puis, il entreprend la construction d'un complexe de 12 condominiums. Votre mur n'a pas été reconstruit au même endroit, c'est ça? Ben non, parce qu'avant, si vous voyez, là, le mur voisin arrivait ici, égal avec mon mur à moi. Là. Mon mur il est ici. Puis si vous voyez, là, il y a un espace maintenant entre la galerie et le mur. OK, ça a été décalé à combien de pouces? Ça a été décalé, là? bien, écoutez, on le voit, là, ici, là, si je le mesure, là, ça a été décalé d'un 6 pouces, je dirais, là. 6 pouces, ça n'a pas l'air beaucoup. Est-ce que c'est vraiment un gros problème? Bien, c'est vraiment un gros problème parce que ça crée un espace d'air qui peut permettre au feu de se propager. Le problème est caché derrière cette rangée de briques. Comme on le voit sur cette photo prise lors de la construction, l'entrepreneur a bâti son mur pare-feu en bloc de béton à 6 pouces du mur de son voisin. À l'intérieur de ce vide, le mur de Pierre Mailloux est au bois. Une étincelle et son immeuble pourraient flamber. Nous allons sur le toit de l'immeuble avec l'architecte Marc Deschamps, engagé comme expert par Pierre Mailloux. Est-ce que c'est une erreur de faire ça, selon vous? Ben oui. Là, j'ai mis un édifice, un voisin en non-conformité par un geste unilatéral que j'ai fait. C'est pas intelligent, c'est sûr. Mais c'est quoi la solution, là, finalement? La solution, ultimement, comme on n'a plus d'espace pour travailler à l'extérieur, il faudrait démolir de l'intérieur pour remplir l'espace vide de maçonnerie et ensuite tout reconstruire et tout refermer. Ça, à la grandeur de la maison, À la grandeur de la maison, il faut faire ça dans la cuisine, il faut faire ça dans le bureau ici, il faut faire ça au sous-sol et il faut également faire ça chez mes locataires là, du deuxième étage. Donc, ça implique également de relocaliser tous ces gens-là. Ça va coûter combien, tout ça? Travaux. C'est estimé à environ 150 000 là, incluant les frais de relocalisation. Là. 150 000. 150 000, oui. Nous partons à la recherche du promoteur. Gestion de propriété Orwell a son siège social dans une résidence de Laval. Une nouvelle compagnie créée par 3 employés d'une multinationale de l'informatique. Ils ne sont pas des spécialistes de la construction, mais ont obtenu une licence d'entrepreneur général de la Régie du bâtiment.
nous tentons de contacter Alan Cavanagh, le président de la compagnie. Nous sommes pour l'instant incapables de le joindre. Sur le web, nous découvrons que ce spécialiste des nuages informatiques a donné de nombreuses conférences un peu partout dans le monde. Nous joignons le secrétaire trésorier de la compagnie, John Malloy. Quand on l'interroge sur l'entente pour reconstruire le mur, il nous réfère à Alan Cavanagh. Quand vous avez vu l'ampleur des problèmes, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai contacté l'arrondissement de Verdun pour faire vérifier par un inspecteur s'il y avait un problème ou si ça allait être corrigé éventuellement. Puis lorsque l'inspecteur est venu, ce qu'il m'a dit, c'est... il m'a dit, « Monsieur, vous êtes non conforme. » Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on s'adresse à moi, pourquoi on s'adresse pas au promoteur voisin. On sait très bien, tout le monde, que c'est le promoteur qui a construit la bâtisse puis qui a construit le mur. Pierre Maillot est stupéfait. Les autorités municipales lui imposent une amende de 500 $ parce que son immeuble n'a pas de mur pare-feu. Qui est supposé superviser cette construction-là pour s'assurer que tout est conforme? Pour moi, c'est le service d'urbanisme de l'arrondissement. Qui est censé surveiller cette construction? Selon la directrice de l'urbanisme de l'arrondissement de Verdun, Michel Giroux, ce n'est pas le rôle de son inspecteur. Dans ce dossier-là, l'architecte n'était pas surveillant de chantier. Alors donc, c'est comme s'il n'y avait personne, il n'y avait pas de pilote à bord, si ce n'est pas le rôle de l'inspecteur municipal. C'est le rôle du promoteur qui construit, qui investit ses sous là-dedans, qui va vendre ces unités-là après. Et c'est le rôle de l'entrepreneur de procéder à une construction qui est conforme aux plans qui sont soumis. Ce n'est pas le rôle de l'inspecteur municipal. Ce n'est pas le rôle de l'inspecteur municipal de faire de la surveillance de chantier au jour le jour. Non, ça, c'est clair. On se retrouve dans une situation où lui est non conforme, mais c'est le constructeur qui n'a pas respecté les plans et devis qui ont été soumis. C'est pas absurde? Ça peut l'être. C'est certain quand on le présente comme ça, oui, mais moi, je vous dirais que celui qui se sente lésé poursuive celui qui lui a causé le dommage et ça se réglera à un autre niveau. Mais la Ville s'en lave les mains et dit « c'est pas ma responsabilité ». Ce n'est pas la responsabilité de la Ville de toucher aux obligations du Code civil. Ils me disent que c'est pas leur rôle. C'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils servent? Pourquoi je paye des taxes? Je me pose la question. Force est de constater que depuis des années, les villes ont abdiqué en cette matière, laissant le soin, dans le fond, aux promoteurs immobiliers de construire comme bon il leur semble. Maître Yves Jolicoeur, du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, déplore le manque de surveillance sur les chantiers de construction. Il n'y a pas de maître d'œuvre sur le contrôle de qualité. Le maître d'œuvre, on sait très bien que ça ne peut pas être le promoteur qui est en conflit d'intérêts. À son grand malheur, Pierre Maillot doit poursuivre le promoteur pour les dommages causés. Gestion Orwell et Alan Cavanagh allèguent que l'immeuble de Pierre Maillot n'était pas doté d'un mur coupe-feu. Il se serait construit en retrait parce que le mur de fondation était en mauvaise condition, suivant ainsi les opinions des professionnels. Alan Cavanagh soutient qu'il en a informé M. Maillot avant la construction. On n'a jamais été informé. Mais lui dit le contraire. Hein? Ouais, lui dit qu'il vous a amené carrément dans le trou là, au moment où la fondation... Ce qui est complètement faux. Si j'étais allé dans le trou, je m'en souviendrais. Qui est responsable du problème de M. Maillot? Bien, visiblement, c'est l'entrepreneur, promoteur ou autre chose qui n'a pas construit un mur mitoyen tel qu'il s'est entendu de le construire. C'est le juge qui devra trancher cette question au procès. Nous nous rendons au siège social de la compagnie. Je suis à la recherche d'Alan Cavanagh de la société de gestion Orwell. Est-ce qu'il est ici, M. Cavanagh? Non, il n'habite pas ici. Alan Cavanagh serait à l'extérieur du pays. Il habite à la Suède déjà. Oui. La compagnie fondée par Alan Cavanagh et ses deux associés n'a fait que cette construction-là. La Régie du bâtiment lui a retiré sa licence à la suite des nombreuses plaintes de ses clients. Question, comment se fait-il qu'on lui ait octroyé cette licence au départ? Pierre Maillot, lui, ne sera entendu par le tribunal qu'en 2017. Il espère que cette compagnie ne disparaîtra pas d'ici là. Après la pause, l'Ontario, elle, est à son affaire.
Il y a environ 7 à 8 étapes d'inspection en Ontario pour un bâtiment de ce type. Dans cette province, celui qui bâtit doit avoir le sceau de l'inspecteur à chaque étape avant de pouvoir passer à la suivante. C'est loin d'être la première fois que la facture évoque ce genre de problème. Il y a quelques années, nous vous avions parlé d'un immeuble de 40 condos à Anjou, construit sans plan de structure. Des plans dont on ne peut pas se passer dans ce type de construction. Là aussi, la Ville s'en lavait les mains. Le résultat, comme vous allez le voir, c'est la réputation du Québec en entier qui commence à être entachée par tout ça. Je trouve déplorable qu'un promoteur puisse construire comme ça en faisant des erreurs évidentes et en laissant ça en plan. C'est quand la dernière fois que vous avez eu des nouvelles de M. Cavana? De M. Cavana, personnellement, ça fait des mois. Passons maintenant aux mésaventures du voisin de Pierre Maillot, Simon Doucet. L'inspecteur de la garantie à Brita a constaté 45 défauts de construction dans l'immeuble de condo. Terrasses et douches mal construites, infiltration d'eau. Ces mâts électriques ont même été emmurés de maçonnerie, rendant les fils inaccessibles. Et évidemment, l'eau se ramasse à la base des fondations et reste là, et l'hiver gèle, dégèle, et à long terme, ça va causer un problème. Simon Doucet a lui aussi entrepris des procédures pour faire corriger les défauts par l'entrepreneur. Nous poursuivons notre recherche pour trouver le président de la compagnie. Alan Cavana vient de vendre sa résidence de Westmount. Il possède toujours un sixplex à Verdun. Je cherche à rejoindre le propriétaire. Mais ses locataires ne le voient jamais. Ici, mais Alan Cavana. À plusieurs reprises, je suis venu. Les ouvriers attendaient après le chef de chantier. Clairement, il y a eu un manque de surveillance sur les chantiers et de ça découle de quelques vices et malfaçons. Actuellement, au Québec, il n'y a aucune surveillance qui est obligatoire dans les constructions résidentielles. Maître Yves Jolicoeur, qui représente les propriétaires et gestionnaires de condos, croit que le manque de surveillance explique qu'en mars dernier, une des plus grosses compagnies d'assurance, Aviva, s'est retirée du Québec. Le retrait d'Aviva était une onde de choc en matière de copropriété parce que c'est un joueur important. Il y a un malaise profond. Les consommateurs sont en train de payer pour la mauvaise qualité du bâti qu'on a laissé construire pendant plusieurs années. L'assureur Aviva s'est retiré du Québec uniquement. Nous nous rendons donc en Ontario, qui a resserré la surveillance des constructeurs ces dernières années. Jean-Claude Miner, chef inspecteur pour la ville d'Hawkesbury, fait régner l'ordre sur les chantiers. Il y a environ 7 à 8 étapes d'inspection en Ontario pour un bâtiment de ce type. Dans cette province, celui qui bâtit doit avoir le sceau de l'inspecteur à chaque étape avant de pouvoir passer à la suivante. En ayant des étapes obligatoires d'inspection, on peut s'assurer que tout a été vérifié, tout a été fait selon les normes. L'inspecteur a beaucoup de pouvoir. Oui. Si vous voulez comparer ça, c'est un peu comme la police pour la route. Vous, c'est pour le bâtiment? Nous autres, c'est pour le bâtiment. En voici les plans, justement, là, à Verdun, de la construction, la nouvelle construction. Nous avons voulu savoir si, en Ontario, un entrepreneur aurait pu construire un mur à 6 pouces de son voisin. Est-ce qu'en Ontario, ça se serait passé comme ça? En Ontario, on a eu des inspections qui ont été faites aux différentes étapes. Et tout problème qu'on s'est aperçu du problème, on a demandé une correction. Vous n'auriez pas laissé passer ça, une fondation comme ça, avec une distance sans mur parfait de l'autre côté? Non, il aurait fallu qu'il fasse une correction, une suggestion pour comment procéder pour corriger ça. Avant de monter la charpente? Là. Avant de compléter le projet, oui. Est-ce qu'on devrait faire comme en Ontario? Bien, ça va de soi qu'on devrait faire comme en Ontario. Est-ce que c'est la même recette? Mais à tout le moins que le législateur impose les surveillances obligatoires. D'ailleurs, il y a eu un projet de loi qui a été présenté il y a quelques années, qui est mort au feuilleton, où on parlait justement de surveillance obligatoire de chantier. Il y a eu en fait 2 projets de loi qui ont été abandonnés dernièrement. Québec voulait confier la surveillance des chantiers à des architectes ou des ingénieurs.
Est-ce que ça serait mieux d'avoir un architecte pour surveiller un chantier comme celui-là? Ben oui. Si vous avez un architecte, vous avez quelqu'un d'imputable. Un architecte, un ingénieur ne peuvent pas disparaître comme un entrepreneur qui change de nom à tous ses projets, là. Ah, bonjour. Comme il n'y a pas eu de surveillance de chantier, Simon Doucet doit faire corriger les défauts après coup. Ces réclamations ont été soumises à un arbitre. L'arbitrage devait avoir lieu ce matin. Est-ce que M. Cavana s'est présenté? Non. L'arbitrage a été annulé hier midi par l'arbitre. Gestion Orwell et Alan Cavana ne se sont pas présentés à l'arbitrage. Ils sont donc déclarés responsables des 45 défauts de construction. Nous, ce qu'on déplore, c'est que la procédure lui a permis de faire tout ça et d'étirer le processus sur 1 an et demi. Heureusement pour lui, les frais seront assumés par la garantie de Maisonneuve. Mais son voisin, Pierre Maillot, est laissé à lui-même dans sa poursuite contre le promoteur. Nous tentons une dernière fois de le trouver chez son employeur à Montréal. Je viens rencontrer Alan Cavana. Alan Cavana, mais pas à Montréal. Ah, il est rendu à Stockholm, c'est ça? Yeah, Stockholm. Alan Cavana vient de déménager en Suède. Ce que j'en conclus, c'est que le promoteur peut faire un peu ce qu'il veut, ensuite se dégager de ces problèmes-là, puis nous laisser en plan avec toute la juridiction, puis c'est à nous ensuite d'aller prouver, puis d'aller rechercher le promoteur qui, lui, est parti, puis qu'on n'a plus de nouvelles de lui, là. Doit-on continuer de confier la responsabilité de la qualité de nos constructions aux promoteurs qui les construisent? Se pourrait-il que poser la question, c'est y répondre? En tout cas, c'est l'avis de nombreux experts. Et qui a intérêt à ce que les projets de loi qui veulent encadrer cette industrie meurent au feuilleton? Chose certaine, sûrement pas vous, les citoyens, les clients des promoteurs. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous regardez votre facture de la compagnie de téléphone Bell. Vous constatez que les frais de 2,80 $ pour le service Touchtone n'y apparaissent plus. Alors, vrai ou faux, vous êtes débarrassé des frais du service Touchtone sur vos factures de Bell? La réponse après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, vous êtes débarrassé des frais du service Touchtone sur vos factures de Bell. Faux. Il est vrai que ces frais de 2,80 $ n'apparaissent plus sur vos factures de Bell. Mais vous continuez à les payer, ils sont tout simplement devenus invisibles. En mai dernier, le CRTC a permis à Bell de les inclure dans les frais de son service téléphonique de base. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. Il vient un temps où, avec l'âge, certaines personnes perdent la capacité de gérer leurs propres affaires. Lorsque ça arrive, leurs proches peuvent utiliser ce qu'on appelle un mandat d'inaptitude pour s'occuper de la gestion de leurs parents diminués. Mais ce genre de mandat, vous le comprenez, ne peut pas être accordé n'importe comment. Regardez bien. Il y a 1 an et demi, Jacqueline a dû placer son père en CHSLD. Avec ses pertes de mémoire et ses problèmes de langage, il n'était plus autonome. Jacqueline n'a pas le choix, elle doit mettre la maison paternelle en vente. Bonne nouvelle, en fouillant dans les papiers de son père, elle découvre un mandat d'inaptitude qui la désigne comme mandataire. Elle prend rendez-vous avec un notaire pour tout régler. Mais, première déception, le notaire lui explique que le mandat d'inaptitude n'est valide que s'il est homologué par le tribunal. Elle devra donc déposer une requête à la Cour. Le notaire lui dit qu'avec sa requête, elle devra déposer un rapport médical et un rapport psychosocial sur l'état de son père. Pas de problème, dit Jacqueline. Ces rapports existent déjà. Mais, deuxième déception, comme ces documents remontent à plus d'1 an,
Le notaire l'informe que le tribunal pourrait les rejeter. « Mais pourquoi une telle exigence? » s'écrie Jacqueline. « Parce que le tribunal souhaite que les rapports représentent la réalité du moment. L'état de son père peut s'être amélioré ou avoir empiré en 1 an et demi. Et pour la Cour, c'est aussi une façon de protéger la personne qu'on veut déclarer inapte. Le fin mot de l'histoire, gérer un mandat d'inaptitude est déjà un fardeau. Évitez-vous des maux de tête. Faites-le homologuer au plus vite. Cette émission, vous le savez bien, se construit à partir de vos histoires, des situations que vous vivez. Continuez à nous faire parvenir vos suggestions de reportage et aussi, bien sûr, les commentaires que vous avez sur nos histoires. Je vous assure, parce que je le constate chaque semaine, que chacun de vos messages, lettres, courriels ou messages téléphoniques est écouté. Voilà, c'était La Facture, où que vous soyez au pays, à Maillardville ou à Hay River. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Dans cette église, un révérend opère à main nue. C'est de la frime, c'est du mensonge. Les guérisseurs philippins sont de retour. Ils sont des disciples au pays. C'est pas de la fumisterie, ce que vous faites? Beaucoup de questions, peu de réponses. Aucun intérêt à vous parler. Est-il dangereux? Il peut l'être, effectivement. Qu'est-ce que vous avez à cacher? Merci beaucoup.